La Californie est sans doute l'un des États les plus populaires des États-Unis. C'est ici que l'on retrouve la ville de Los Angeles et ses quartiers emblématiques comme Hollywood ou encore la Silicon Valley. Mais la Californie, c'est aussi l'un des États où il y a chaque année le plus d'homicides. En 2022, on en dénombrait près de 2200 sur un an. Le soir de la Saint-Valentin 2009, Corey Desmond, 28 ans, quitte le bar où elle travaille. Elle part en direction de son véhicule garé dans une ruelle juste à côté et s'enfonce dans la nuit. Elle n'aura pas le temps de retrouver sa voiture, la jeune femme disparaît et plus personne ne la reverra jamais vivante. Nous sommes dans la ville côtière de Redondo Beach, tout près de Los Angeles, dans l'État de Californie, aux États-Unis. Corey est née le 18 mars 1980 à l'hôpital Torrance Memorial Medical Center et elle va tout de suite être le centre de l'attention. Pour sa famille bien sûr, mais aussi pour le personnel médical. Elle est née avec des problèmes au niveau du diaphragme et elle devra subir plusieurs opérations chirurgicales dès ses premiers jours de vie. À l'époque, on ne lui donne que très peu de chances de survivre, mais le bébé s'en sort finalement miraculeusement. Corey grandit et devient une femme décrite comme énergique, intelligente et pleine d'assurance, n'ayant pas peur d'exprimer ses opinions. Elle était bien entourée par ses amis et sa famille et aimée de tous. La jeune femme obtient son diplôme à la North Torrance High School, puis décroche une maîtrise en justice pénale. Mais encore incertaine de ce qu'elle voulait faire dans la vie, elle va finalement changer d'avis et choisir de devenir enseignante. Son objectif final était d'enseigner auprès d'enfants autistes. En attendant d'obtenir son diplôme, Corey, qui vivait chez sa grand-mère, travaille dans un bar en tant que barmaid et où elle se fait une belle réputation. Les clients parlent d'une jeune femme douce mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui sait montrer les griffes lorsque des consommateurs indélicats ont un peu trop bu par exemple. Elle pouvait diriger le bar plein à craquer tout en chantant ses musiques préférées au karaoké et être de nouveau le centre de l'attention. Le 14 février 2009, soir de la Saint-Valentin, Corey finit son service à 21h30. Elle quitte l'établissement et marche sur 2 pâtés de maison jusqu'à un autre bar populaire, le Street Lounge. Les employés ici connaissent bien Corey et elle a des amis qui y travaillent. Elle va y passer la soirée et c'est seulement à la fermeture à 2h du matin qu'elle finit par quitter les lieux. Elle est alors capturée par les caméras de vidéosurveillance. Ses amis ne le savent pas encore, mais plus jamais ils ne reverront le beau sourire de Corey Desmond. Le 16 avril 2009, le bureau du shérif de San Bernardino va recevoir un appel téléphonique terrifiant. Un homme qui s'était arrêté pour retirer les chaînes à neige des roues de son véhicule va sentir une forte odeur désagréable. Imaginant qu'il s'agit d'un animal mort percuté par une voiture, il décide de vérifier et s'approche alors d'un grand sac plastique déposé en bordure de la route et il va y faire une macabre découverte. À l'intérieur, le corps d'une femme en décomposition. Il se met alors à courir en panique sur la route, arrêtant les voitures et leur demandant d'appeler la police, son téléphone n'ayant plus de batterie. Cette terrible découverte a été faite le long de la route de Running Springs à San Bernardino, à 160 km au nord-est du bar où Corey Desmond a été vu pour la dernière fois. La police, dépêchée sur place, ne peut que constater le corps sans vie de la jeune femme et c'est sans surprise que les analyses des empreintes digitales révéleront qu'il s'agit bien de la disparue. L'inspection médico-légale révélera qu'elle a été victime d'une attaque brutale. Elle avait plusieurs bleus au niveau du visage et du cou et des blessures derrière la tête. Mais la cause de la mort est une strangulation.
La jeune femme ne semble pas s'être laissée faire puisqu'elle présente plusieurs blessures défensives. Son pantalon était déboutonné et baissé au niveau des genoux, bien qu'aucun signe d'abus n'ait pu être mis en évidence. En revanche, impossible de donner avec certitude l'heure de la mort de la jeune femme. Il avait beaucoup plu les jours précédents et la météo a sans doute effacé des traces et peut-être même des indices importants. Les experts pensent que la jeune femme est restée dehors entre 16 et 36 heures avant d'être découverte. Il semble évident pour les enquêteurs que Cory n'a pas été tuée ici, mais que son corps a été transporté depuis un autre lieu, dégradant encore davantage les potentiels indices que l'on peut retrouver sur une scène de crime. Le responsable de sa mort l'a sans doute déposée au bord de cette route de montagne reculée pour retarder la découverte de son corps. Il va maintenant falloir aux autorités annoncer la mauvaise nouvelle à ses proches. Sa grand-mère, chez qui elle vivait au moment des faits, va être dévastée par cette terrible annonce de la police. Et la nouvelle sera tout aussi horrible pour son père, Mark. Mais celui-ci va rapidement retrouver sa lucidité. Il sait comment marche le système et qu'il faut parfois des semaines à la police pour obtenir un mandat pour effectuer des recherches ou mener des interrogatoires. La bureaucratie chronophage peut ralentir l'enquête, alors Mark décide de ne pas rester les bras croisés en attendant des réponses. Il se lance dans des investigations et mène ses propres recherches pour retrouver l'assassin de sa fille. Et c'est ainsi qu'il va découvrir la voiture de Cory dans une ruelle tout proche du bar où elle travaillait, montrant qu'elle n'avait pas quitté les lieux de son plein gré. Il va également apprendre que plus personne n'a eu de nouvelles de la jeune femme après la nuit du 14 au 15 février 2009, chose que tout le monde ignorait jusqu'alors. En effet, lorsque Cory n'est pas rentrée de la nuit chez sa grand-mère, celle-ci ne s'est pas inquiétée. La jeune femme avait 28 ans et elle avait sans doute décidé de passer la nuit avec des amis. Ce n'était malheureusement pas le cas. De plus, elle travaillait souvent tard le soir et lorsqu'elle rentrait, sa grand-mère était déjà endormie. C'est seulement une semaine après sa mort que le courrier indiquant qu'elle avait obtenu son diplôme d'éducatrice arrivera dans sa boîte aux lettres. La police finit par se rendre au bar où travaillait Cory pour tenter de trouver des pistes et interroger d'éventuels témoins. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre que la jeune barmaid avait fini son service le soir de la Saint-Valentin à 21h30, puis qu'elle s'était rendue à pied dans un bar voisin qu'elle visitait souvent après ses heures de boulot. Et pour cause, plusieurs de ses amis y travaillaient. On apprendra qu'elle y bossait elle aussi, plus ou moins en étant non déclarée pour aider ses amis et décrocher quelques pourboires. C'était un visage bien connu de la clientèle qui la voyait comme une employée. Malheureusement, le travail de barmaid ne se résume pas à prendre les commandes et à servir les clients, et il arrive parfois qu'elles doivent prendre en charge certaines personnes ayant trop bu et ayant des comportements inappropriés. Et c'est ce qui semble s'être passé cette nuit-là, d'après plusieurs témoins. Un client fortement alcoolisé s'est mis à avoir un comportement provoquant et à toucher des clientes tout en tenant des propos salaces. Cory a dû s'interposer pour le remettre à sa place et lui faire comprendre qu'il n'était plus le bienvenu dans son bar. Malgré sa colère et ses propos outrageants, le client a fini par quitter l'établissement, non sans peine. Puis Cory s'est remis à aider ses amis et à faire le service comme si de rien n'était. On apprendra également que cette nuit-là, la jeune femme a consommé de l'alcool sans que cela n'altère son comportement d'après l'avis des témoins sur place. Après 2h du matin, elle a quitté le bar seule avec l'intention de rentrer chez sa grand-mère et comme on le sait maintenant, cela n'arrivera jamais. La police va finir par identifier l'homme avec qui Cory s'est disputé au bar la nuit du 14 février. Cependant, celui-ci va dire qu'il ne connaît aucune Cory Desmond.
En revanche, il va avouer sans problème que ce soir-là, il avait trop bu et que l'alcool l'avait rendu incontrôlable. Et qu'après s'être disputé avec une fille, il avait été expulsé du bar et était rentré chez lui. Il acceptera de passer au détecteur de mensonges et les perquisitions menées aussi bien sur sa voiture qu'à son domicile ne permettront pas de mettre en évidence un éventuel acte criminel. De plus, sa femme a confirmé son alibi, affirmant que l'homme était rentré avant 2 h du matin et qu'il était immédiatement allé se coucher. Bien que la police pense que Corey a été tué presque immédiatement après sa sortie du bar à 2 h du matin dans la nuit du 14 au 15 février, ce qui expliquerait que sa voiture soit restée sur place, l'enquête ne va plus avancer. Les mois vont passer et malgré les relances de sa famille, les enquêteurs ne parviendront pas à trouver un début de piste. Jusqu'au jour où ils vont recevoir un appel anonyme, appel d'une importance majeure puisqu'il va permettre de relancer l'enquête sur le meurtre de Corey Desmond. Et ce mystérieux appel anonyme va se révéler être celui d'une jeune femme, une certaine Tiffany Ware. Celle-ci va curieusement demander à la police d'enquêter sur son petit ami sur qui elle a des doutes. Après plusieurs échanges téléphoniques, elle va accepter de rencontrer un enquêteur dans un parc où elle va révéler pourquoi elle soupçonne Tony Lopez Perez d'être l'auteur du crime. Elle va raconter que ce 14 février 2009, elle et Tony avaient prévu de se retrouver pour un dîner romantique le soir de la Saint-Valentin. L'homme travaillait ce jour-là et il devait rentrer tard, un peu avant minuit. Mais il n'est arrivé chez lui qu'à 4 h 30 du matin, prétextant qu'il avait bu de l'alcool avant de perdre connaissance dans sa voiture. Quelques jours plus tard, Tony a acheté des produits de nettoyage et Tiffany l'a vu en train de nettoyer de fond en comble son véhicule avant de le revendre pour en acheter un autre. La police va bien sûr suivre cette piste prometteuse, mais après avoir épluché le passé de Tony Lopez Perez, ils vont se rendre compte que l'homme n'est pas connu de leur service. Ils vont également se rendre à son domicile, prétextant une enquête de routine, mais Tony restera calme et dira qu'il ne sait rien concernant Corey Desmond. Les enquêteurs vont par la suite réussir à remonter la piste du véhicule vendu. Il sera saisi pour les besoins de l'enquête et expertisé. Et après un passage au Blue Star, lumière bleue permettant de révéler des traces organiques invisibles à l'œil nu, des traces de sang vont être découvertes. Les enquêteurs en sont maintenant certains, ils tiennent leur suspect. Tony Lopez Perez est placé en garde à vue et il va changer de version à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires. Après avoir nié connaître Corey Desmond, le jeune homme de 35 ans va reconnaître l'avoir croisé et même l'avoir sifflé devant un bar. Par la suite, il va de nouveau changer d'histoire en déclarant qu'il avait retrouvé la jeune femme évanouie au pied d'un lampadaire et qu'il avait tenté de la secourir. Il avouera finalement l'avoir chargée à l'intérieur de sa voiture avant de rentrer chez lui pour dormir. Le lendemain, constatant qu'elle était morte, il l'aurait mis dans un sac poubelle et l'aurait déposée au bord d'une route de Running Springs. Mais il l'affirme, il n'est pas responsable de sa mort. Dans le même temps, les résultats d'analyse confirment que le sang retrouvé dans la voiture est bien celui de Corey. Tony Lopez Perez est arrêté et accusé du meurtre de Corey Desmond. Il finira par conduire la police à l'endroit exact où son corps a été retrouvé. Plus tard, il changera à nouveau de version, racontant qu'il avait trouvé la jeune femme inconsciente et qu'il l'avait tuée accidentellement en essayant de l'aider.
Lors de son procès, l'accusation déclara que Tony avait malheureusement croisé la route de Cory et l'avait vu se diriger vers sa voiture cette nuit du 14 février 2009. Il aurait alors choisi de la suivre et de la tuer, motivé par des pulsions sexuelles. Tiffany, sa petite amie qui témoignera au procès, dira que Tony avait des problèmes de dépendance sexuelle et qu'il en voulait toujours plus. Elle racontera aussi son angoisse pendant la période des investigations, craignant que son petit ami ne découvre qu'elle était mêlée à l'enquête de police. En septembre 2011, après une journée de délibération, Tony Lopez Pérez sera reconnu coupable du meurtre au premier degré de Cory Desmond et condamné à 25 ans de prison incompressible. Il ne pourra pas faire de demande de libération avant 2035. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à lui donner de la force en la likant, la partageant, la commentant. Et n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et de mon côté, je te dis à très vite pour de nouvelles histoires vraies.